Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons avec ce troisième paragraphe sur les espaces euclidiens la notion de famille orthogonale. On commence par donner la définition de vecteurs orthogonaux. Soit E un espace pré-hilbertien réel. Il est donc muni d'un produit scalaire, et on considère x et y deux vecteurs de E. X est dit orthogonal à y lorsque le produit scalaire entre x et y est nul. Dans ce cas, y est orthogonal à x, et on dit aussi que x et y sont orthogonaux. Et on écrit x t renversé y pour symboliser le fait que x est orthogonal à y. Considérons par exemple phi l'application définie de R2 croix R2 à valeur réelle qui au couple xy et x'y' associe le réel xx' plus yy'. Il s'agit d'un produit scalaire sur R2, c'est même le produit scalaire canonique de R2. Considérons psi l'application définie de R2 croix R2 à valeur réelle qui au couple xy et x'y' associe le réel 9 fois xx' plus yy'. Il s'agit d'un autre produit scalaire sur R2. Soit U le couple -1, 3 et V le couple 1, 3. U et V sont orthogonaux pour le produit scalaire psi, mais ils ne sont pas orthogonaux pour le produit scalaire phi. Voyons maintenant la relation de Pythagore. Soit E un espace pré-hilbertien réel, on considère la norme associée au produit scalaire, et x et y deux vecteurs de E. Alors x et y sont orthogonaux si et seulement si la norme au carré de x plus la norme au carré de y est égale à la norme au carré de x plus y. La première relation entre la norme euclidienne et son produit scalaire peut s'écrire sous la forme norme au carré de x plus y moins norme au carré de x moins norme au carré de y égale à 2 fois le produit scalaire entre x et y. Donc la norme au carré de x plus la norme au carré de y est égale à la norme au carré de x plus y si et seulement si le produit scalaire entre x et y est nul. C'est-à-dire si et seulement si x et y sont orthogonaux. On définit maintenant les familles orthogonales. Soit E un espace pré-hilbertien réel et F une famille de vecteurs de E. On dit que F est une famille orthogonale lorsque la propriété suivante est vérifiée. Pour tout vecteur x et y de F, si x et y sont distincts, alors x et y sont orthogonaux. On dit que F est une famille orthonormale, on dit aussi orthonormée, lorsque F est une famille orthogonale et que tous ces éléments sont des vecteurs unitaires. La liberté d'une famille orthogonale s'étudie facilement. Soit E un espace pré-hilbertien réel, on considère une famille de vecteurs de E tels que tous les vecteurs de F sont non nuls et tels que F soit une famille orthogonale. Alors F est automatiquement une famille libre de E. Pour la démonstration, on note F la famille formée des vecteurs F1 jusqu'à Fn, que l'on suppose orthogonale, et on suppose aussi qu'aucun de ces vecteurs n'est nul. Considérons des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n tels que la somme pour i variant de 1 à n des lambda i fi soit nulle. Soit j un entier quelconque compris entre 1 et n. Le produit scalaire entre la somme pour i variant de 1 à n des lambda i fi et fj est nul. Par linéarité à gauche du produit scalaire, on obtient que la somme pour i variant de 1 à n des lambda i fois le produit scalaire entre fi et fj est nul. Mais lorsque i est différent de j, le produit scalaire entre fi et fj est nul puisque la famille est orthogonale. Il ne reste donc que le terme lambda j fois fj scalaire fj égale à 0. Comme fj est non nul, le produit scalaire de fj avec lui-même est non nul. Il vient lambda j égale à 0. Ceci étant valable quel que soit l'entier j, la famille f est bien libre. Nous abordons maintenant ce qu'on appelle la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. On considère E un espace pré-hilbertien réel et n un entier naturel inférieur ou égal à la dimension de E. Cette dernière condition est automatiquement vérifiée si E n'est pas de dimension finie. Soit F une famille libre de n vecteurs de E. Notons F indice 1 jusqu'à F indice n cette famille. Alors il existe une famille G formée de vecteurs notés G indice 1 jusqu'à G indice n, telle que G soit une famille orthonormale et telle que pour tout entier K compris entre 1 et n, l'espace vectoriel engendré par F1 jusqu'à Fk est égal à l'espace vectoriel engendré par G1 jusqu'à Gk. Je vous en donne la démonstration dans le cas d'une famille de 3 vecteurs. On suppose que F1, F2 et F3 forment une famille libre de E. On va construire une famille G1, G2, G3, vérifiant les conditions de la proposition. On commence par poser G1 égale à F1 divisé par sa norme. Ainsi, G1 est un vecteur unitaire. On considère ensuite un réel noté lambda indice 2, 1, qui nous permet de construire un vecteur noté f' indice 2
en posant f' indice 2 égale à f indice 2 plus lambda indice de 1 fois g indice 1. Le fait d'avoir pris un coefficient 1 sur f indice 2 nous assure que l'espace vectoriel engendré par f'2 et g1 est égal à l'espace vectoriel engendré par f1 et f2. Il n'y a plus qu'à choisir lambda indice de 1 pour que f' indice 2 soit orthogonal à g indice 1. Et en calculant le produit scalaire de f' indice 2 avec g indice 1, on obtient lambda indice de 1 égale à moins le produit scalaire entre f indice 2 et g indice 1. Il n'y a plus qu'à poser g indice 2 égale à f' indice 2 divisé par sa norme pour avoir un vecteur unitaire. Si notre famille n'avait que deux vecteurs, on pourrait s'arrêter là. Mais il y en a un troisième. On considère donc lambda indice 3 1 et lambda indice 3 2 des réels, et on pose f' indice 3 égale à f indice 3 plus lambda indice 3 1 fois g indice 1 plus lambda indice 3 2 fois g indice 2. L'espace vectoriel engendré par g1, g2 et f'3 est égal à l'espace vectoriel engendré par f1, f2, f3. Et on peut choisir les coefficients lambda pour que f' indice 3 soit orthogonal à g indice 1 et à g indice 2. Le calcul de f' indice 3 scalaire g indice 1 donne lambda indice 3 1 égale à moins le produit scalaire de f indice 3 et de g indice 1. Et le calcul de f' indice 3 scalaire g indice 2 donne lambda indice 3 2 égale à moins le produit scalaire de f indice 3 et de g indice 2. Il n'y a plus qu'à diviser f'3 par sa norme pour obtenir un vecteur g indice 3 unitaire. Vous vous dites peut-être que cette division n'a pas de sens si f'3 est nul. Mais dans ce cas, f3 serait combinaison linéaire de g1 et de g2, donc aussi de f1 et de f2, et la famille f1, f2, f3 ne serait pas libre. Enfin, si la famille initiale avait d'autres vecteurs, on continuerait de la même façon. Nous pouvons visualiser tout ça dans un plan. On se donne un vecteur f indice 1 et un vecteur f indice 2 non collinaire à f indice 1. On commence par diviser f1 par sa norme pour obtenir un vecteur g1 unitaire collinaire à f1. On projette orthogonalement f2 sur l'espace engendré par f1. Cette projection orthogonale est égale au produit scalaire de f2 et de g1 fois g1. On retranche cette projection orthogonale à f2 pour obtenir un vecteur f'2 orthogonal à f1. Et il n'y a plus qu'à diviser f'2 par sa norme pour obtenir un vecteur g2 unitaire orthogonal à g1. Et on va essayer en dimension 3. On part d'un vecteur f1 et d'un vecteur f2 non collinaire à f1, qui définissent ainsi un plan vectoriel. On considère un vecteur f3 qui n'appartient pas à ce plan, et ainsi la famille f1, f2, f3 est libre. Dans l'algorithme d'orthonormalisation, on commence par diviser f1 par sa norme pour obtenir un vecteur g1 unitaire. On projette ensuite f2 orthogonalement sur l'espace engendré par f1, et on retranche cette projection orthogonale à f2 pour obtenir un vecteur f'2 orthogonal à g1. On divise f'2 par sa norme pour avoir un vecteur g2 unitaire. On projette alors f3 orthogonalement sur le plan engendré par f1 et f2, qui est d'ailleurs le même plan que celui engendré par g1 et g2. On retranche cette projection orthogonale à f3 pour obtenir un vecteur f'3 orthogonal à ce plan. Et enfin, on divise ce vecteur f'3 par sa norme pour obtenir un vecteur g3 unitaire. De façon générale, en partant d'une famille libre formée des vecteurs de E f1 jusqu'à fn, si l'on suppose que l'on a construit g1 jusqu'à g indice k-1, on pose f' indice k égale à f indice k moins la somme pour i variant de 1 à k-1 des produits scalaires de f indice k par g indice i fois g indice i. Puis g indice k égale à f' indice k divisé par sa norme. L'algorithme d'orthonormalisation permet de construire une famille orthonormée à partir d'une famille libre. Mais il n'y a pas unicité. En effet, à chaque étape, au lieu de poser g indice k égale à f' indice k divisé par sa norme, on pourrait très bien choisir son opposé à la place. Si l'on impose que pour tout entier k, le produit scalaire de f indice k et de g indice k est positif, alors il y a unicité, et l'algorithme, comme on l'a vu, donne cette solution. Nous allons en déduire l'existence de bases orthonormées. Si E est un espace vectoriel euclidien, alors il existe dans E des bases orthonormées. E étant supposé euclidien, E est un espace vectoriel de dimension finie, et on note petit n sa dimension. Soit petit b une base de E. Nous savons qu'en particulier petit b est libre, et est formé de n vecteurs. On applique alors à cette base petit b l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Ceci fournit une famille orthonormée grand B. Mais grand B étant orthonormée, elle est aussi libre. Et grand B est formé de n vecteurs de E.
n étant la dimension de E. Grand B est donc une base de E. Ainsi, grand B est une base orthonormée de E. Nous allons tout de suite voir l'intérêt de ces bases orthonormées. Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n. Il est muni d'un produit scalaire et d'une norme euclidienne associée. Soit petit b une base orthonormée de E. Et x et y deux vecteurs de E dont les composantes dans la base B sont les n uplets respectivement x1 jusqu'à xn et y1 jusqu'à yn. Alors pour tout entier i compris entre 1 et n, x indice i est égal au produit scalaire entre x et bi. Donc les composantes dans une base orthonormée se calculent facilement. Et on peut donc écrire x égale à la somme pour i variant de 1 à n des produits scalaires de x par b indice i fois b indice i. Il en va de même bien sûr pour y, et le produit scalaire de x et de y est égal à la somme pour i variant de 1 à n des x indice i fois y indice i. En particulier, la norme au carré d'un vecteur x est égale à la somme pour i variant de 1 à n des x indice i au carré. On note b1 jusqu'à bn les vecteurs d'une base orthonormée b. Et x et y deux vecteurs de E. x1 jusqu'à xn les composantes de x dans la base B, y1 jusqu'à yn les composantes de y dans la base B. Ce qui permet d'écrire x égale à la somme pour i variant de 1 à n des x indice i fois b indice i. Pour chaque entier j compris entre 1 et n, le produit scalaire de x avec bj s'écrit comme le produit scalaire de la somme pour i variant de 1 à n de xi bi avec bj, qui par linéarité à gauche est égal à la somme pour i variant de 1 à n des x indice i fois le produit scalaire de bi avec bj. Et comme b est orthonormé, quand i est distinct de j, le produit scalaire bi par bj est nul. Il reste donc seulement le terme x indice j fois bj scalaire bj. Mais ce produit scalaire est égal à 1. Et finalement, x scalaire bj est égal à x indice j. Maintenant, le produit scalaire de x par y est égal au produit scalaire de la somme pour i variant de 1 à n des x indice i fois b indice i, et de la somme pour j variant de 1 à n des y indice j fois b indice j, qui grâce à la bilinéarité du produit scalaire s'écrit somme pour i variant de 1 à n de la somme pour j variant de 1 à n des xi fois yj fois le produit scalaire entre bi et bj. Notez que pour écrire cette dernière expression, qu'il était important de choisir deux indices muets distincts i et j. Et en tenant compte du fait que b soit orthonormé, il ne reste que les termes où j égale i. Donc le produit scalaire entre x et y est égal à la somme pour i variant de 1 à n de x indice i fois y indice i. Enfin, la norme au carré de x est égale au produit scalaire de x avec lui-même, et la relation précédente donne somme pour i variant de 1 à n des x indice i au carré. Grâce à ces relations, on va pouvoir calculer un produit scalaire matriciellement. Soit E un espace euclidien de dimension n, et qui est donc muni d'un produit scalaire. Soit B une base orthonormée de E, soit x et y deux vecteurs de E. Et grand X et grand Y les matrices des composantes de petit x et petit y dans la base B. Alors le produit scalaire de x et de y est égal à la transposée de grand X fois grand Y. Nous allons aussi en déduire le théorème d'isométrie. Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n, alors E est isométrique à l'espace R exposant n muni de son produit scalaire canonique. Nous allons préciser le sens de cette proposition dans la démonstration. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on met E en indice dans la notation du produit scalaire et on fait de même avec la norme associée. Et on utilise une notation similaire dans Rn avec le produit scalaire canonique et sa norme associée. Soit petit e une base orthonormée de E et petit b la base canonique de Rn. Il existe une unique application linéaire définie de Rn à valeur dans E, telle que pour tout entier i compris entre 1 et n, f de bi soit égal à ei. Comme f envoie une base de Rn sur une base de E, f est un isomorphisme de Rn dans E. Mais il y a mieux. Soit x le n uplet de Rn égale à x1 jusqu'à xn, et y le n uplet de Rn égale à y1 jusqu'à yn. Par linéarité de f, on a f de x égale à la somme pour i variant de 1 à n des xi fois ei. F de y égale à la somme pour i variant de 1 à n des yi fois ei. Les xi sont donc les composantes de f de x dans la base orthonormée petit e de grand E. Et de même avec y. Donc la proposition précédente nous donne que le produit scalaire entre f de x et f de y dans E est égal à la somme pour i variant de 1 à n des xi fois yi, qui est égal au produit scalaire canonique entre x et y dans Rn. En particulier pour tout vecteur x de Rn, la norme de f de x dans E est égale à la norme de x dans Rn. La fonction f ne modifie donc pas les normes des vecteurs, d'où le nom isométrie.
Pour terminer ce paragraphe, je vous donne une petite simplification possible des calculs dans la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. E désignant un espace Hilbertien réel, F1 jusqu'à Fn une famille libre de E, G1 jusqu'à Gn une famille obtenue par la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à partir de la famille F, alors la norme au carré du vecteur intermédiaire F'1 K plus 1 est égale à la norme au carré de F1 K plus 1 moins la somme pour i variant de 1 à K des produits scalaires au carré de F1 K plus 1 avec G1 I. Dans certains cas, on se contente de trouver une famille orthogonale, c'est-à-dire on ne calcule que les vecteurs F'K. La relation précédente s'écrit alors norme au carré du vecteur intermédiaire F'1 K plus 1 est égale à la norme au carré de F1 K plus 1 moins la somme pour i variant de 1 à K des produits scalaires au carré de F1 K plus 1 avec F'1 I divisé par la norme au carré de F'1 I. Dans la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on a vu la relation F1 K plus 1 égale à F'1 K plus 1 plus la somme pour i variant de 1 à K des produits scalaires des F1 K plus 1 avec Gi fois Gi. Mais les vecteurs F'1 K plus 1, G1 jusqu'à Gk sont 2 à 2 orthogonaux. La relation de Pythagore donne la norme au carré de F1 K plus 1 est égale à la norme au carré de F'1 K plus 1 plus la somme pour i variant de 1 à K des normes au carré des produits scalaires de F1 K plus 1 avec Gi fois Gi. Et comme les Gi sont unitaires, il vient norme au carré de F1 K plus 1 est égale à la norme au carré de F'1 K plus 1 plus la somme pour i variant de 1 à K des produits scalaires au carré de F1 K plus 1 avec Gi. Ce qui prouve la première relation. Pour la deuxième, il suffit de remplacer chaque Gi par F'I divisé par la norme de F'I. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à continuer votre étude des espaces euclidiens en suivant le paragraphe 4 consacré aux espaces orthogonaux. À bientôt sur Objectif Math.